Dans le dessin animé Wall-E, on découvre un monde dans lequel les humains sont tous devenus obèses, immobilisés sur des fauteuils mouvants et bombardés par des annonces publicitaires et par des vidéos divertissantes à longueur de journée. Hey, drink the bus. Here, take the cup. Hey, take the cup. Assistés par des robots serviteurs, les humains de Wall-E n'ont plus aucun effort physique ni mental à faire. Si le film est sorti il y a plus de 15 ans, force est de constater que son scénario possède des ressemblances troublantes avec notre époque actuelle. Car oui, nous traversons aujourd'hui une crise de la sédentarité majeure, exacerbée, entre autres, par notre dépendance aux écrans et notre addiction à un système économique qui nous délivre toujours plus de confort. C'est pour cela qu'avec Alexandre Dana, entrepreneur et spécialiste de la sédentarité au travail, nous avons décidé d'enquêter sur cette crise à travers un nouveau livre, La chaise tue, publié aux éditions Erol. Après 2 ans de recherche et près d'une centaine d'interviews, le livre est enfin disponible en librairie ou sur les plateformes. Les liens sont disponibles en commentaire. Mais alors, quelle est véritablement l'ampleur de cette crise de la sédentarité? Quelles sont ses origines et comment lutter pour un monde plus actif physiquement? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce nouvel épisode de La Fabrique sociale. En 2008, l'inactivité physique a causé la mort de 5,3 millions de personnes dans le monde. Mais au-delà de la diminution de notre quantité de vie, l'inactivité réduit considérablement notre qualité de vie, comme va pouvoir l'expliquer Alexandre. Alors, premièrement, la chaise augmente drastiquement les risques de maladies cardiovasculaires. Quand on reste assis trop longtemps, notre circulation sanguine ralentit, le cœur travaille moins efficacement, nos vaisseaux sanguins deviennent moins élastiques, notre tension artérielle augmente et selon l'OMS, le risque de mortalité cardiovasculaire augmente de 30% chez les personnes sédentaires. Ensuite, la chaise favorise le diabète de type 2. Donc rester assis pendant de trop longues périodes, ça va affecter notre métabolisme et notre capacité à réguler le taux de sucre dans le sang. D'autres études montrent que chaque heure passée devant la télévision augmente de 30% le risque de développer un diabète de type 2. Donc le diabète, c'est pas qu'une question d'alimentation, c'est aussi une question de sédentarité. Troisième point, la sédentarité affecte aussi l'équilibre hormonal féminin, pouvant aggraver les symptômes prémenstruels, les troubles de la ménopause et même influencer la fertilité. Quatrième point, la chaise détériore notre système musculo-squelettique. Notre corps, il est conçu pour bouger, il a besoin de ça. Lorsqu'on reste trop immobile, nos muscles vont s'atrophier et surtout les articulations vont se raidir, les fameux fascia. Notre posture se dégrade et tous les kinés avec qui j'ai parlé ces derniers mois sont affolés par l'explosion des douleurs lombaires qui sont dues en grande partie à notre mode de vie sédentaire. La chaise, enfin, favorise le développement des cancers et notamment pour les femmes des cancers du sein. Au contraire, si on a une activité physique, on prévient le cancer du sein. Je cite ici encore François Carré. Les mécanismes d'action sont encore incomplètement élucidés, mais l'activité physique agirait sur le cancer du sein en diminuant la circulation de certaines hormones qui peuvent aggraver le développement des tumeurs. De la même façon, lorsque le cancer s'est malheureusement déclaré, on a pu constater que l'activité physique modérée et adaptée aux symptômes s'ajoutait aux bénéfices des thérapies classiques qui demeurent bien entendu indispensables. L'INSERM note que chez des femmes traitées pour un cancer du sein, stade 1, stade 2 ou stade 3, une activité physique de type marche, soit de 3 à 5 heures par semaine, diminue le risque de décès ou de récidive de 20 à 50%. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il nous faut emprunter une machine à remonter le temps pour rejoindre un monde bien différent du nôtre. Nos ancêtres marchaient sur de très longues distances et ils avaient également l'habitude de courir pour chasser. En fait, le succès de notre espèce vient en partie de sa capacité à se déplacer dans l'espace. Et nous sommes aujourd'hui les héritiers biologiques de ces capacités hors du commun dans le monde animal. Et en fait, il y a une caractéristique qui est la nôtre, qui est l'endurance. Et alors ça, nous sommes les bestioles qui ont l'endurance la plus incroyable dans l'histoire de toute la biologie. On voit bien avec les ultra-trails, vous savez, ces courses sur 2-3 jours avec des dénivelés déments, etc. Et puis surtout, la grande surprise, c'est qu'on voit que ce sont des hommes et des femmes qui ont souvent plus de la cinquantaine, qui gagnent ces marathons absolument délirants. La bipédie humaine, cette faculté à se déplacer sur 2 jambes,
aurait même joué un rôle crucial dans notre survie. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer comment la marche a contribué au développement de notre cerveau. D'abord, la bipédie a libéré nos mains de la locomotion. On a donc pu utiliser nos mains pour manipuler et fabriquer des outils de plus en plus sophistiqués. Ces activités manuelles auraient favorisé le développement de notre cerveau. La chasse aurait également stimulé la sécrétion d'une protéine nommée BDNF. C'est une protéine qui facilite les connexions neuronales et qui pourrait avoir contribué au développement de zones cérébrales clés, notamment la cartographie spatiale, la prise de décision et la régulation des émotions comme la violence. Pourtant, même si l'on dispose d'un héritage biologique fabuleux, celui-ci ne vient pas sans danger. Comme l'ont montré les chercheurs Boris Cheval et Mathieu Boingosier dans leur essai « Le syndrome du paresseux », nous sommes également programmés pour éviter l'effort et pour adopter le plus souvent possible le comportement étonnant de ces drôles de mammifères. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. La raison avancée par les chercheurs est assez simple. Dans un environnement paléolithique, celui de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, l'activité physique était omniprésente. Les efforts musculaires n'étaient pas encore automatisés par les machines à laver, les voitures ou les escalators. Il était donc essentiel pour la survie de nos ancêtres de se reposer dès qu'ils en avaient l'occasion. Ce besoin de survie aurait donc généré une propriété que les deux chercheurs ont appelée la loi du moindre effort. On va dévaluer la récompense lorsque vous devez mettre de l'effort. Donc si vous devez mettre de l'effort pour obtenir une récompense, la valeur de la récompense au niveau neuronal va être dévaluée. Donc plus vous devez mettre de l'effort, plus la récompense à atteindre, elle est faible. Nous sommes donc faits à la fois pour bouger, mais également pour nous reposer. Le problème, c'est qu'en quelques décennies seulement, l'environnement d'Homo sapiens a radicalement changé. Le monde paléolithique de nos ancêtres a fait la place au monde industriel moderne, où la production de biens et de services, de machines et de moyens de transport a radicalement changé notre rapport au corps et à l'effort. Ces changements technologiques se sont produits à un rythme beaucoup plus rapide que notre évolution biologique. Nous avons donc conservé la loi du moindre effort, mais dans un contexte complètement différent. Notre allié d'hier est donc devenu notre ennemi d'aujourd'hui. Puisque nous sommes naturellement attirés par le repos, toute une économie s'est construite autour de ce besoin fondamental. Mais force est de constater que nous sommes allés trop loin. Yeah. All right, so if you think of the average person's daily life, they wake up in the soft bed, temperature-controlled home. They shuffle over to the microwave a breakfast burrito, right, that came in from who knows where and is made with who knows what. And then it's like, I go to work, I drive to work, I sit behind this screen all day. I don't have to move at all or put any effort into this day. And then it's back to bed in front of the TV. And you just rinse and repeat that. La société du confort que nous avons créée nous soulage peut-être sur le court terme. Mais sur le long terme, éviter l'effort à tout prix est destructeur. Puisque l'effort fait partie intégrante de notre histoire biologique, l'éviter revient en fait à nier notre propre nature. Mais avant de sauter directement aux solutions pour lutter contre ce fléau, on va d'abord essayer d'analyser quelques-uns des coupables de notre sédentarité moderne. La voiture est l'un des grands symboles de la révolution industrielle. Elle a ouvert de nouveaux horizons à des millions de personnes et elle a contribué à un boom économique colossal. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la diffusion de la voiture ne s'est pas faite d'une manière naturelle, ni avec le consentement général de la population. Voilà ce que nous a expliqué Peter Norton, auteur du livre Fighting Traffic et spécialiste de l'histoire de la voiture. We have to remember that a city, even in the US in 1920, the street was for everybody. People walked wherever they wanted, including children. And it was relatively safe to do so because no vehicle could go fast. And the thing that changed that was the automobile. It changed that for two reasons. First, the automobile was faster. And second, the automobile was not confined to the tracks. And for that reason, we started to have incredibly high death and injury tolls from automobiles and their drivers. And the response at that time was, this is an easy problem to solve. We have to ban the cars or restrict them. Face à ces dangers, la société civile s'est organisée et a tenté de résister à la diffusion tout azimut de la voiture. Mais l'industrie automobile a contre-attaqué pour imposer sa vision d'une société pro-voiture. Et bien souvent,
au détriment de la sécurité des piétons. Diabolisation des piétons, financement de programmes éducatifs pour écarter les enfants des rues, tous les moyens étaient bons pour que l'industrie automobile impose sa vision d'une société pro-voiture. Aujourd'hui, on en voit les conséquences. Les villes sont très souvent optimisées pour la circulation des voitures. Et en plus d'être un moyen de transport sédentaire, la voiture rend souvent nos environnements de vie moins intéressants et plus dangereux. Que ce soit à travers la pollution, le danger de la vitesse des voitures, le bruit des klaxons, nos villes peuvent très vite se transformer en asile à ciel ouvert. Children crossing, please. Children are crossing. What are you guys doing? Get back to the side. Go, 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 go. Fucking idiots. S'il est difficile de quantifier précisément l'impact direct de la voiture sur la sédentarité, la diffusion de la voiture sur les derniers siècles est allée de pair avec une diminution de la marche comme moyen de transport. Mais la révolution industrielle nous a apporté bien d'autres technologies du confort. S'il est indéniable que la machine à laver a constitué un progrès à bien des égards, il ne faudrait pas en tirer des conclusions trop rapides. Une étude réalisée sur la population américaine a montré que le gain de temps apporté par la machine à laver a généralement été remplacé par du temps passé devant la télévision. Autrement dit, nous avons gagné du temps pour être en moins bonne santé. Cet exemple illustre une certaine naïveté de notre culture face aux progrès techniques. Une technologie comme la machine à laver peut avoir un effet direct positif, comme le gain de temps, mais des effets de second ordre plus négatifs. Par exemple, quand on remplace ce gain de temps par une activité sédentaire. Et en parlant de la télévision, c'est également un symbole de la société du confort. La télévision, c'est le média de l'image, capable donc de captiver nos regards pendant des heures. There was a recent Nielsen report which said that on average the typical adult spends more than 10 hours each day with media. Okay, 10 hours every day, think of that. But about half of that is still devoted to television. So even now, even long after the invention of the internet and social media and the iPhone and so on, television still has that effect of privatizing our leisure time. That's the fundamental thing it does. Sauf que la télévision est à la fois une activité sédentaire et antisociale, avec des conséquences graves sur notre santé. Une étude britannique indique qu'après 25 ans, chaque heure passée devant la télévision réduit l'espérance de vie de 22 minutes. Et en coulisses, derrière le succès de la télévision et des écrans en général, il y a tout un système économique. Les chaînes de télévision, avec leur modèle publicitaire, ont une incitation principale, nous garder le plus longtemps possible devant la télé. On assiste alors à l'avènement d'un véritable capitalisme de la chaise, où notre sédentarité devient une source de profit. Et en plus de l'effet direct de la télévision sur notre sédentarité, c'est son effet sur notre rapport au monde qui interroge. Comme l'explique le philosophe Gunther Anders, la télévision rend le lointain proche et le proche lointain. Nous pouvons observer les événements qui se déroulent à l'autre bout du monde depuis notre canapé, mais par un effet inverse, la vie proche, réelle et tangible, a tendance à s'estomper. On accorde moins d'importance aux relations sociales, on sort moins dehors, on se confronte moins au réel qui cogne. Et c'est sans parler du smartphone. Avec notre rectangle métallique, on dispose d'une technologie qui contient tellement de fonctionnalités qu'on peut à peu près tout faire avec sans bouger de chez soi. La loi du moindre effort est alors exploitée à son plus haut degré. Selon une étude réalisée sur des étudiants américains, 89% du temps passé sur smartphone est sédentaire. Et ici, un cercle vicieux peut se mettre en place. Puisque nous pouvons vivre tout en restant dans notre canapé, nous interagissons moins avec le monde extérieur. Il nous est de plus en plus difficile de parler avec des inconnus, de demander de l'aide et de rencontrer des situations imprévues. Ce n'est plus nous qui nous adaptons au monde, mais c'est le monde numérique qui s'adapte à nous. Il devient alors de plus en plus difficile de faire face au monde réel. Et nous adoptons un peu plus un mode de vie sédentaire. Au Japon, on retrouve le phénomène des hikikomori, ces personnes qui ne sont pas sorties de leur maison depuis plus de 6 mois. Il serait plus d'1 million au Japon. On comprend ici que la crise de la sédentarité est directement liée à la nature de nos relations sociales. Avec les réseaux sociaux, notre vie sociale se transfère du monde réel au monde en ligne qui est désincarné et dénué de mouvements physiques. Chez les jeunes, cela se caractérise notamment par un déclin du jeu libre ces dernières décennies, tandis que le temps passé dans des espaces intérieurs, à jouer aux jeux vidéo ou sur les réseaux sociaux, a augmenté drastiquement. Si bien que l'on parle désormais de la génération des enfants d'intérieur. Pour lutter contre la sédentarité, il faudra donc réimaginer nos relations sociales.
Aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont les plus exposés à ces dangers. Selon l'OMS, plus de 80% des enfants dans le monde ont une activité physique insuffisante. C'est un constat que je fais régulièrement lors de mes interventions en collège et en école primaire avec l'association Lève les yeux. Depuis des années, je tente de sensibiliser les enfants et les parents d'élèves aux dangers liés à la surexposition aux écrans. Et la sédentarité en est l'un des dangers majeurs. Combien d'élèves m'expliquent passer la totalité de leur week-end à scroller sur TikTok ou à jouer à Fortnite? Il est urgent d'agir. Il existe de nombreuses solutions pour sortir de la sédentarité. L'enjeu est collectif, il faudra que nos institutions jouent leur rôle pour réformer l'éducation, réguler les modèles addictifs des réseaux sociaux, transformer l'architecture de nos villes, etc., etc. Mais s'informer sur le sujet constitue déjà une première action citoyenne et qui peut ouvrir la porte à d'autres actions. Mais nous voudrions parler d'abord d'une solution gratuite, plaisante et inscrite dans nos gènes. Alors on a plein de raisons d'activer ce super pouvoir. La première, c'est de renforcer le système cardiovasculaire. Bouger, c'est bon pour les vaisseaux sanguins. Quand je fais de l'activité physique, mes muscles demandent plus d'oxygène et d'énergie, ce qui fait battre mon cœur plus vite, plus fort. Je l'entraîne. Le sang circule plus rapidement. Ça pousse les vaisseaux sanguins à s'élargir pour mieux alimenter les muscles en nutriments essentiels. Et avec le temps, cette adaptation rend le cœur plus efficace. Ça lui permet de pomper plus de sang à chaque battement. Pourquoi les grands sportifs, les marathoniens, ils ont un rythme cardiaque généralement de repos plus lent. Le cœur est devenu tellement performant qu'il travaille moins pour un même résultat. Deuxième raison de marcher, de bouger. On évite le diabète. Quand on bouge, nos muscles consomment du sucre dans le sang. Ils deviennent plus sensibles à l'insuline. Donc en bougeant, on fait naturellement baisser son taux de sucre sanguin, ce qui va progressivement rétablir l'équilibre du métabolisme. Ça va aussi réduire les graisses responsables de la prise de poids. C'est pour tout ça qu'on dit que c'est bien d'aller marcher juste après avoir mangé. Troisième point, on renforce les muscles et les os tout en douceur. Donc ici, moi j'aimerais qu'on arrête d'avoir en tête l'image des gens à bout de souffle dans les salles de sport qui soulèvent des haltères énormes. La marche permet aussi de se muscler sans avoir l'air affreux. Elle sollicite en douceur les muscles des jambes, des fessiers, du dos et même des bras. Si vous voulez encore plus solliciter les muscles, vous avez qu'à porter un gilet lesté. C'est ultra efficace, moi je le fais depuis 2 ans. Et puis la marche rapide stimule également la densité osseuse, ce qui est crucial, notamment pour les femmes qui sont un peu plus susceptibles de développer de l'ostéoporose avec l'âge. Quatrième raison, la marche, on peut en faire quel que soit son âge. Vous avez déjà vu ces retraités qui courent des marathons, on peut vraiment tous y arriver. L'Organisation mondiale de la santé recommande aux personnes âgées de pratiquer au moins au cours de la semaine 150 minutes d'activité d'endurance à intensité modérée ou au moins 75 minutes d'activité d'endurance à intensité soutenue ou une combinaison équivalente d'activité d'intensité modérée et soutenue. Alors toujours via le cardiologue François Carré, j'ai découvert une étude réalisée auprès de 74 000 femmes post-ménopausées âgées de 50 à 79 ans, montrant que celles qui marchent à un bon rythme ou qui ont une activité soutenue pendant au moins 2h30 par semaine réduisent de 30% leur risque d'accident cardiovasculaire. Et puis enfin, il y a plein d'effets positifs en cascade de la marche. On observe par exemple que les personnes qui pratiquent une activité physique soutenue arrêtent plus facilement de fumer. Marcher aide aussi à réguler la gréline. Alors la gréline, c'est l'hormone qui stimule votre appétit. Quand on marche régulièrement, quand on fait de l'activité physique, le corps produit généralement moins de gréline, donc on a moins de fringales. Ça diminue naturellement la sensation de faim. Alors qu'on pourrait penser, tu viens de faire un énorme effort, tu dois être affamé. Mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Enfin, la marche régulière améliore la qualité du sommeil en réduisant le stress, l'anxiété, via la libération d'endorphines, les hormones du bien-être. Et là, c'est intéressant de se rappeler que le corps, c'est vraiment un système en soi. Tout est lié, c'est très global. Et donc, l'activité physique va avoir des effets directs sur ma santé et des effets indirects par ricochet. 5 conseils pratiques pour accumuler les pas au quotidien. Premier conseil, intégrer la marche dans votre routine. Marcher avec les proches, il n'y a rien de mieux. Alors il y a plein d'idées pour ça. Vous pouvez mettre en place la promenade digestive après le dîner. Vous pouvez transformer les trajets école-maison en des moments de marche, de discussion avec des enfants. D'ailleurs, tous les kinés disent aussi que c'est les parents qui montrent les habitudes de anti-sédentarité aux enfants. Le week-end, des balades, des randonnées. On crée des jeux pendant des marches comme des chasses au trésor. C'est vraiment comme ça qu'on va faire de la prévention le plus tôt possible.
Deuxième conseil, variez les terrains pour stimuler votre corps. Tout est bon. Dans la ville avec des chaussures, pieds nus sur l'herbe, sur le sable, en forêt, en montagne. À chaque fois, on va solliciter différemment les muscles, on va améliorer son équilibre. Moi, par exemple, je suis fan du dénivelé. Quand ça fait bien transpirer à grosses gouttes, c'est parfait aussi pour perdre du poids. Et évidemment, la marche en nature, on le reverra dans un autre épisode, elle a en elle plein d'avantages spécifiques. Pensez aussi à bouger quand vous travaillez. Un bureau assis debout, c'est génial pour ça. Moi, j'utilise un bureau de la marque FlexiSpot qui est aussi le partenaire de cet épisode. Donc tous les jours, je me mets devant et ça me fait penser à bouger, à marcher, à ne pas rester affalé sur ma chaise. Troisième conseil, essayez la marche lestée. Je l'ai mentionné rapidement. La marche lestée, ça consiste à porter un peu de poids pendant votre marche. Donc, vous pouvez prendre un bon sac à dos. Alors, il faut une ceinture ventrale pour vraiment pas s'abîmer le dos. Vous pouvez commencer avec un poids léger de 3 kg par exemple et puis vous augmentez progressivement 5 kg, 7 kg, 10 kg. Cette technique, elle augmente l'intensité de l'exercice sans impact pour les articulations. Ça augmente aussi la dépense calorique. Quatrième conseil, très important sur ces sujets de santé, visez la quantité plutôt que l'intensité. Il faut mieux marcher tous les jours à une allure modérée que de faire un énorme sprint une fois par semaine. Et puis, cinquième conseil, évaluez-vous. Combien de temps êtes-vous resté assis aujourd'hui? À quand remonte la dernière randonnée? Quand est-ce que vous avez dansé pour la dernière fois? C'est vous qui avez le contrôle. Personne ne sait mieux que vous ce dont votre corps a besoin. Et donc, avec des questions d'auto-évaluation comme celle-ci, vous pouvez faire un bilan de votre sédentarité. La crise de la sédentarité est le symptôme d'une société addicte à tout un tas de comportements et de substances. Pour lutter contre cette crise, il faut que nous autres humains retrouvions notre connexion aux autres et à la nature. L'absence de connexion à la nature peut créer un cercle vicieux. Moins d'expérience de la nature, c'est aussi moins d'exigence quant à sa préservation. Selon l'essayiste Michael Robert Pyle, l'extinction de l'expérience ne se résume pas à la perte des bienfaits personnels d'une stimulation naturelle. Elle se traduit également par un cycle de désaffection dont les conséquences peuvent être désastreuses. Tandis que les villes et les banlieues en expansion renoncent à leur diversité naturelle et que leurs habitants vivent dans un éloignement grandissant de la nature, la sensibilité et le goût reculent. Il en découle une apathie à l'égard des problèmes écologiques et, inévitablement, une dégradation accrue de l'habitat commun. La crise de la sédentarité est donc directement liée à la crise environnementale. Nous sommes tellement bombardés de messages nous poussant vers des activités sédentaires et divertissantes que nous avons oublié, en cours de route, certaines vérités élémentaires. Que nous sommes faits pour bouger, que nous sommes plus heureux quand nous sommes en mouvement, surtout dans la nature, et qu'en dehors de nos chambres et de nos salons cloisonnés, un monde naturel existe, et que sa protection est indispensable à notre survie sur cette planète. Nous décrivons des pistes de solutions de manière plus complète dans notre livre, que vous pouvez commander via les liens en commentaire. Ciao ciao! Six-blade knife.